Bonjour, bonjour à tous nos amis. Voici donc une nouvelle vidéo. Alors, je l'ai inscrite dans la playlist du conflit mondial parce que je pense que c'est une des conséquences de ce conflit, d'un de ces conflits qui aujourd'hui scande l'affrontement nord-sud que nous connaissons et que nous commentons depuis maintenant près de 2 ans. Alors, j'ai souhaité que l'on parle de l'ordonnance rendue par la Cour internationale de justice de La Haye. Alors ça aussi, c'est un petit problème parce que on va en parler. Les deux juridictions qui interviennent sur le conflit israélo-palestinien, elles sont distinctes, tout le monde les mélange et pour bien faire, elles ont toutes les deux leur siège à La Haye. Alors, pour aborder cette question, j'ai souhaité pour éviter d'être en monologue sur des questions qui sont assez complexes dans leurs principes, dans leurs mécanismes, et assez complexes à présenter de façon très claire parce que ça relève des compétences juridiques, là je parle des miennes, et que par conséquent, il faut transmettre de l'information, transmettre du savoir, et le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui, euh, avec le regard du profane, avec une culture qui n'est pas une culture d'origine qui n'est pas la culture juridique, qui viendrait dialoguer avec moi, me poser des questions à partir de ses sentiments, des nécessités de clarification. Alors, je vous présente Benoît Girard. Benoît Girard est quelqu'un avec lequel je travaille déjà. C'est un intellectuel de haute volée, il va rougir sous sa barbe, mais non, non, c'est quelqu'un on a des conversations extrêmement intéressantes. Sur le plan philosophique, euh, et même peut-être religieux, on est très différents. On appartient à des matrices différentes, mais on a constaté énormément de convergences. Si vous voulez en avoir une illustration, je vous invite à lire le long article que j'ai publié aujourd'hui dans Vue du droit sur le, le problème néo-calédonien, enfin il part du problème néo-calédonien. Cet article est un manifeste que je pense vraiment important et précieux parce que la France est confrontée à toute une série de problèmes qui peut-être quelque part mettent en cause son existence. C'est pas seulement parce que Emmanuel Macron a envie de la détruire que elle est dans une spirale un peu mortifère. C'est aussi à cause de ses élites, à cause de ceux qui la dirigent, et de façon assez large, une responsabilité partagée par tous. Alors, voilà. J'ai donc souhaité qu'on parle de cette ordonnance rendue hier. La presse en a parlé. J'ai été bien évidemment la lire en détail. Je, j'ai vu quelle était sa portée, donc c'est de ça qu'on va discuter. Euh, cette ordonnance, la presse a répercuté l'information principale. Elle a exigé de l'État d'Israël qu'il arrête ses opérations militaires sur la bande de Gaza. Donc ça, c'est la décision exécutoire tout à fait importante, tout à fait essentielle. On verra ce que cela donne. Alors naturellement, cette décision est assortie d'autres injonctions qui sont tout à fait intéressantes. Alors on va en parler. Donc voilà. Alors pour commencer, je reviens sur un point qui est très important dans la confusion médiatique que l'on connaît lorsque l'on voit que le président du Sénat, troisième personnage de l'État qui serait président de la République s'il arrivait malheur à Emmanuel Macron pour faire l'intérim. Bon, il serait peut-être candidat comme l'avait été Alain Poher en 1969, mais pour les élections qui se dérouleraient alors. Mais quand on entend le président du Sénat venir critiquer, s'offusquer de la décision qui a été prise par la Cour pénale internationale, qui est une autre juridiction enfin, non, quand je dis qu'elle a pris une décision, non, elle est confrontée, elle est saisie d'une demande de son autorité de poursuite, qui est le procureur Kahn et ses équipes,
Et donc, elle est saisie d'une demande de mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, le ministre de la Défense d'Israël. Et face à ça, Gérard Larcher, je ne prends que lui, ils ont tous dit la même chose, Marine Le Pen en tête, dit je suis scandalisé parce que on ne peut pas poursuivre, c'est quasiment ce sont ces mots, les dirigeants d'un pays qui est une démocratie, ce qui est absolument hallucinant. C'est-à-dire que le fait d'être une démocratie occidentale et reconnue comme telle par l'Occident serait un totem d'immunité, c'est-à-dire que les infractions, les crimes qui seraient commis par les dirigeants de cette démocratie ne pourraient pas être poursuivis. C'est très exactement le sens de ce qu'il a dit. C'est absolument inadmissible. Voilà. Donc, je tenais à revenir un petit peu en commençant là-dessus. Euh, donc, la décision prise par la CIJ, eh bien, une ordonnance d'une juridiction qui existe depuis 1945. Cette juridiction, Cour internationale de justice, alors je crois qu'il faut, la concernant, rentrer un petit peu dans les détails. Euh, son, son statut est celui d'être la juridiction de l'Organisation nationale des Nations unies. Qui sont les acteurs de l'ONU? Ce sont les États. Ce sont les États qui ont une personnalité juridique, qui ont ce qu'on appelle la personnalité morale, et ce sont eux qui constituent cette structure de l'Organisation nationale, l'Organisation des Nations Unies, pardon, et qui, par conséquent, ont des rapports entre eux, des rapports avec cette organisation et des rapports entre eux. À quoi sert la CIJ? La CIJ sert justement à traiter des problèmes qui peuvent intervenir entre les États. C'est-à-dire que sont justiciables, ce sont les États qui composent l'ONU. C'est quelque chose de tout à fait essentiel, tout comme on va dire que le juge aux affaires matrimoniales en France, c'est le juge dont les justiciables sont les époux ou les parents, hein, puisque ses compétences sont en droit de la famille. Le juge pénal, son justiciable, c'est le citoyen qui viole la règle sociale et qui commet une infraction prévue par le code pénal. Donc la CIJ, c'est une juridiction, donc, je ne vais pas dire qu'elle est juridiction civile ou commerciale, je vais la définir négativement. Ça n'est pas une juridiction pénale. Elle poursuit, elle arbitre entre les États. Elle poursuit les États, elle arbitre entre les États. Voilà. Donc, c'est tout à fait important parce que, d'abord, elle a une pérennité, elle a une composition qui est définie par les règles de l'Organisation des Nations Unies. Sa composition, donc, obéit à des procédures particulières. Il suffit d'en voir, d'ailleurs, sa composition. Elle est internationale. Il n'y a pas de français pour l'instant. Il y en a eu, bien évidemment, dans l'histoire, mais c'est une juridiction plurielle, complètement plurielle. Et par rapport à la CPI, mais ça, on va peut-être y revenir, par rapport à la CPI, c'est l'ensemble du monde qui est représenté. C'est-à-dire que la légitimité de ces magistrats se déduit des décisions de l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Benoît, est-ce que c'est suffisamment clair, cette Euh, présentation? eh ben, écoutez, oui, c'est parfaitement clair. Donc, est-ce que vous pourriez revenir tout de même un tout petit peu, parce que ça a fait l'objet de confusion, vous venez de le dire, mais je pense qu'il faudrait insister encore davantage, un tout petit peu plus sur la distinction à faire entre la CIJ et la CPI, et nous expliquer ce que c'est que cette CPI qui avait quelques jours auparavant, donc, de façon plus exactement, son procureur avait demandé donc un mandat de, comment ça s'appelle en termes Un mandat juridiques, d'arrêt. Un un mandat mandat d'arrêt. d'arrêt à l'encontre de Benyamin Netanyahou et à l'encontre de deux dirigeants du Hamas, je crois. Donc, Non, alors, il y a deux dirigeants israéliens et quatre dirigeants du Hamas, je crois. oui, il y a donc Netanyahou est le ministre de la Défense, et puis, oui, c'est ça, quatre dirigeants du Hamas. Donc, donc la CIJ, elle s'enracine dans l'architecture de l'ONU. La CPI, elle,
c'est une institution très occidentale finalement. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliciter un petit peu ce que c'est que cette CPI par distinction avec la CIJ dont nous allons parler essentiellement aujourd'hui? Alors, il est clair que l'ordonnance de la CIJ d'hier, dont on va parler, se télescope avec l'initiative, la requête du procureur Kahn. J'insiste, ce n'est pas une décision juridictionnelle de fond. Il n'y a pas de juge qui soit intervenu et qui ait pris une décision exécutoire. Il y a une demande de l'autorité de poursuite du parquet. Tout comme dans une procédure pénale en France, le parquet prend des réquisitions, poursuit, mais celui qui va décider si oui ou non il y a infraction et par conséquent condamnation, c'est le juge du siège. Les fonctions sont complètement séparées. Donc, on a prétendu que, alors, fallait voir les rodomontades des uns des autres, les glapissements des ignorants. Hein. Je pense que de la part de Marine Le Pen, qui est avocate, ça c'est déjà moins pardonnable. Mais chez beaucoup de politiques, oui, le président de la CPI a dit non, pas du tout. Moi, j'ai des gens qui très gentiment sont venus me contredire. Ah mais non, mais il faut... Non, non, attendez, il faut être clair. Hein. La Cour pénale internationale est une juridiction pénale. C'est une juridiction pénale. Elle n'arbitre pas entre des États, elle poursuit des individus. Ça, c'est très important. Alors, elle a pris, pour l'instant, elle n'a pris aucune décision, bien évidemment. Hein. Elle est saisie d'une procédure qui commence seulement. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que la CPI? La CPI, c'est une structure qui a été créée par les Occidentaux après la chute de l'Union soviétique, parce qu'ils voulaient avoir un outil pour intervenir dans le monde, pour intervenir et quand se déroulaient des événements, y compris parfois des événements dramatiques, quand se déroulaient des tragédies, quand on assistait à des crimes de guerre, voire à des génocides, et on pense au Rwanda, hein, qui est relativement récent. Et donc, eh bien, on a dit il faut qu'il y ait un outil pénal pour poursuivre les dirigeants ou les individus qui ont commis ces crimes. Alors, cette Cour pénale internationale, bien évidemment, elle est très marquée par cette création occidentale. Et ce qui a été dit au procureur Kahn, et je pense que c'est vrai, je pense que c'est vrai, lorsqu'il a envisagé donc de faire cette demande de mandat d'arrêt contre Netanyahou et Yoav Gallant, il a dit, on est venu le voir en lui disant, des Américains, en lui disant, cette juridiction, elle est là uniquement pour poursuivre les voyous comme Poutine, ce qu'elle a fait d'ailleurs, hein, avec son mandat d'arrêt le concernant l'année dernière, et pour réprimer les Africains, ce qu'elle a fait aussi. Bien, on constate quand même que parmi ces infractions, les infractions qu'elle peut juger, elle a une compétence, ce qu'on appelle rationner matériel, c'est-à-dire que il y a certaines infractions qui relèvent de sa compétence. Alors, il y a des règles par rapport aux juridictions nationales. Donc, parmi ces infractions, il y a le crime d'agression, crime de génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité. Certaines des infractions relèvent des conventions de Genève. Et il y a le crime d'agression. Le crime d'agression, ben, je ne sais pas, je vais prendre un exemple. Par exemple, vous avez un État américain qui dit voilà, il y a des armes de destruction massive, il faut absolument qu'on intervienne pour sauver la paix mondiale, hein, et qui agresse un pays indépendant, qui mène une guerre atroce, qui le dépouille, qui a vidé son trésor, qui a récupéré son or. Hein, eh bien, les dirigeants qui ont mené cette opération, qui était fondée sur un mensonge, heureusement que nous avons eu Jacques Chirac qui a refusé d'y participer. Je rappellerai simplement que 2 dirigeants socialistes ont été envoyés par Lionel Jospin à l'ambassade des États-Unis pour bien dire que eux n'étaient pas d'accord avec ce que Jacques Chirac faisait. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est lui qui avait raison. Mais la CPI ne s'est jamais préoccupée d'une procédure concernant George Bush ou Hmm. Donald Russell. C'est-à-dire ces criminels, qui sont des criminels, c'est une crime d'agression. Hein. On a été pendu pour moins que ça.
à Nuremberg, et bien là, personne n'a naturellement bougé. Donc, sa crédibilité est très faible à la CPI. Sa crédibilité est faible globalement dans le monde entier, même en Occident, puisque Donald Trump, Donald Trump, il avait pris un décret disant que si jamais un Américain était attrait devant la CPI pour des crimes de guerre commis en Afghanistan, par exemple, ou à Abu Ghraib, dans la prison irakienne, eh bien, il s'arrogeait le droit d'envoyer des troupes pour le libérer, c'est-à-dire d'attaquer la Hollande. Hein. Donc, alors, tous ces gens, Hollande y compris, sont à plat ventre aujourd'hui devant la même Amérique, hein, mais la CPI, c'est donc ça. Alors, elle a donc, l'année dernière, entamé une procédure contre Vladimir Poutine sur la base d'un dossier prétendant qu'il y avait eu une déportation d'enfants. Et les Russes répondent, mais attendez, on a évacué des enfants d'une zone de guerre pour leur protection, etc. On verra ce que ça donnera. Mais lorsque ce mandat d'arrêt a été lancé, bien sûr qu'en Occident, on a jubilé. Monsieur Robert Badinter s'est précipité avant sa mort, il s'est précipité sur les plateaux pour dire à quel point c'était formidable. Je ne suis pas sûr que si il aurait trouvé que ce qui vient de se produire là était aussi formidable, mais c'est une autre histoire. On ne va pas faire parler les morts. Donc, le problème concernant donc la CPI, c'est qu'elle ne pouvait pas ne pas intervenir. Là, c'était très difficile. Elle était saisie de plusieurs plaintes. Il y avait des informations qui venaient de toutes parts. Il y avait un massacre à grande échelle qui se déroulait sous nos yeux en temps réel. Donc, sauf à être totalement disqualifiée, elle ne pouvait pas ne pas réagir. Donc, le procureur a pris cette initiative et donc de se saisir des faits intervenus en Palestine. Concernant le Hamas, il s'est saisi des faits du 7 octobre, où les crimes de guerre, voire les crimes contre l'humanité, sont, à mon avis, avérés. J'en ai déjà parlé, les otages, c'est un crime de guerre. La mort de civils, le massacre de civils, c'est un crime de guerre. Donc, ils sont poursuivis, mais ils sont poursuivis eux-mêmes pour ces faits-là. Le, le problème concernant Netanyahou, c'est qu'il est poursuivi pour tout ce qu'Israël fait depuis le 7 octobre à Gaza et en Cisjordanie, parce que ça continue. Donc, le problème, c'est que parler d'équivalence ou de dos à dos est simplement grotesque. C'est un mensonge. Il y a des poursuites spécifiques sur des faits particuliers concernant le Hamas et des poursuites spécifiques concernant des faits particuliers contre Netanyahou et Yoav Galan. C'est ça le droit pénal. C'est ça le droit pénal. Hein. Alors, vous comprenez, vous faites un dos à dos parce que vous avez poursuivi monsieur un tel qui a tué sa femme, et puis dans le même temps, vous poursuivez, dans une autre affaire, bien sûr, vous poursuivez les gens qui ont tué les gardiens de prison pour faire évader un de leurs complices. Ah ben oui, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce sont deux choses différentes, des incriminations différentes, donc relatifs à des faits différents. Voilà. Bon, j'ai terminé sur la CPI parce que je Alors pourrais justement, être. j'aurais Oui, une allez-y, question à vous allez-y, poser pour rebondir allez-y, Benoît. là-dessus. Bon, comme vous l'avez rappelé en introduction, et je vous remercie de m'avoir invité dans cette conversation. Je ne suis pas juriste, et donc peut-être avant de rentrer un petit peu dans le détail de l'ordonnance que nous allons examiner ensemble, faire un petit peu de politique, puisque là, vous venez effectivement de mettre sur le tapis les réactions qui se sont déployées à l'encontre des différentes décisions prises aussi bien par la CIJ que par la CPI. Et donc, on a vu effectivement des critiques racistes contre la composition de telle ou telle cour, on a vu des polémiques sur le deux poids, deux mesures, etc. Et donc, j'avais envie de vous poser la question suivante, qui serait donc de se demander si la situation à laquelle nous assistons aujourd'hui, eh bien, on pourrait la comprendre comme une attaque depuis l'extérieur d'un ordre international qui était une réalité stable et qui ne demandait qu'à la rester,
ou bien plutôt, parce que moi je pencherais plutôt pour cette théorie-là, mais il est intéressant d'avoir et important d'avoir le retour du juriste professionnel, est-ce que par certains côtés, on ne peut pas imaginer aussi que comment dirais-je, cette virulence de polémique du côté occidental ne montre pas en fait des contradictions qui étaient inhérentes à l'architecture du droit international depuis 1945, et que finalement, tant qu'il y avait une forme de légitimité issue de 1945, finalement, tout le monde se pliait devant le consensus dominant. Mais justement, à partir du moment où l'Occident est en difficulté et qu'il a face à lui une altérité politique qui se dessine, précisément, ces institutions internationales semblent ne plus être en mesure de remplir leur office. Donc, à partir du moment précisément où il y a des litiges qui se déploient entre des acteurs à égalité, finalement, on revient davantage sur le plan de la souveraineté, sur des questions de souveraineté entre les États. Et par définition, à partir du moment où c'est la souveraineté qui intervient, on rentre dans le domaine de l'exceptionnel, hein, pour reprendre les catégories de Carl Schmitt. Et à ce moment-là, précisément, l'ordre international est impuissant. Donc, est-ce que c'est une impuissance qui était déjà là et qu'on constate, ou est-ce que l'ordre international, d'après vous, serait effectivement susceptible aujourd'hui, dans la situation qui est créée hic et nunc par les désordres créés par l'Occident, est-ce que ce droit international est encore susceptible de faire régner une forme de paix à l'échelle globale, comme le rêvaient les pères fondateurs de l'ONU? La plus belle des femmes ne peut donner que ce qu'elle a, mon cher Benoît. Je ne suis pas d'accord avec vous sur la crise du droit international. Justement, je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire que l'Occident, et là je parle de la CIJ, je parle des règles de l'ONU, euh, ces règles auxquelles, curieusement, les Chinois, par exemple, tiennent beaucoup. On dit les Chinois ont condamné dans des votes l'intervention russe en Ukraine. Ben oui, évidemment, même si c'est l'évidence qu'ils soutiennent la Russie, que la rencontre Xi-Poutine du 4 février 2022 annonçait l'opération militaire spéciale, hein, et qu'aujourd'hui, il y a une alliance entre la Russie et la Chine, il n'empêche que la Chine, pour revenir à elle, mais pas seulement, l'Inde, beaucoup d'autres pays du Sud global, et ceux qui rejoignent les BRICS, ceux qui étaient sous le parapluie occidental, et je pense par exemple à l'Arabie saoudite, reviennent en courant vers les règles du droit international. Parce que, justement, la dialectique CPI-CIJ raconte ce que vous venez de C'est dire. ça, oui. Le raconte parce que et on va en parler, on va le voir lorsque on regardera le contenu de cette décision, sa portée et ses conséquences, qu'est-ce qui peut se produire, c'est très important. Et vous savez, le, lorsque le fascisme il est arrivé, je parle des années 30, lorsque justement les grands intérêts, je pense à la bourgeoisie allemande, qui a, qui a organisé l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir. Si vous voulez, ces dictatures se sont installées dès lors que les bourgeoisies de ces démocraties représentatives, c'en était, hein, l'Italie en était une, et au moment de la marche sur Rome, et l'Allemagne de Weimar, on peut en penser ce qu'on veut, était quand même une démocratie représentative aussi. Mais on abandonne ou on viole ses propres règles dès lors qu'on considère que ce sont ses intérêts. Donc, l'architecture qui a été mise en place en 1945, dont la CIJ fait partie, peut et doit fonctionner. Et c'est ce qui se passe avec la CIJ. Et c'est pour ça que l'Occident terminal, comme vous l'appelez, comme je l'appelle aussi, est extrêmement gêné. Et donc, ça, son bout paroxystique qu'est Israël ne supporte pas qu'on utilise cette architecture juridique, qu'on utilise ces règles. Il n'y a pas qu'Israël. Les États-Unis, évidemment, non. Ce que je racontais concernant le décret de Donald Trump en est bien la preuve. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on n'en parle plus beaucoup, mais je rappelle que le droit international
issu de 1945, les Américains l'ont envoyé par-dessus bord au profit de l'ordre international selon les règles Mm. que personne ne connaît et qui sont édictées au fur et à mesure par l'hégémon. Donc, le problème, alors quand je dis le droit lui-même n'est pas en crise, ce qui est en crise, c'est le rapport de l'Occident à ces dispositifs qui sont des dispositifs de souveraineté. C'est-à-dire Oui, que oui, c'est un pays, une voix oui, à l'ONU. Alors, bien sûr, avec le Conseil de sécurité, et les membres permanents et le droit de veto. Mais d'ailleurs, y compris ceux qui sont titulaires du droit de veto, souhaitent des évolutions. Sergei Lavrov l'a dit. Donc, c'est bien le recours à ce droit international qui pose un problème à l'Occident aujourd'hui. Et les réactions oui. du lamentable monde politique français, eh bien celui-là. Mais comment? Mais comment? Attendez, on poursuit le dirigeant d'un pays démocratique. C'est ça. La Oui, démocratie oui, étant un pays occidental, hein, une c'est démocratie ça. telle que nous la jugeons. Donc, oui, 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 vous avez un problème, messieurs. Oui, mais alors justement, comment ce problème est-il susceptible d'être résolu? Parce que moi, je comprends très bien ce que vous dites sur le plan théorique. C'est très stimulant ce que vous dites, effectivement, le fait que l'affaiblissement de l'hégémon permet en quelque sorte à la notion de droit international d'être pris enfin au sérieux, puisqu'il y a une place pour d'autres États que ceux qui revendiquent leur soumission à l'hégémon. Mais à ce moment-là, c'est au niveau pratique que la question va se poser. Et on va en reparler au sujet de la CIJ, c'est-à-dire que à un moment donné, le droit, il s'impose comme droit à partir du moment où les décisions qui sont prises sont exécutoires. Et à partir du moment où l'hégémon ne veut pas exécuter ces décisions, euh, de ce seul fait, on voit bien qu'il manque quelque chose quand même au-dessus de cet ordre international, même s'il recommence paradoxalement à fonctionner, c'est l'autorité communément acceptée, dont la légitimité est susceptible de rendre exécutoires les décisions qui sont prises. Donc aussi bien le droit va pouvoir recommencer à fonctionner, mais la guerre va revenir et le conflit va revenir autour des enjeux liés à la manière dont on va exécuter les décisions qui sont prises. Alors, Benoît, vous oubliez quelque chose. C'est que le droit international de 1945, il a fonctionné jusqu'en 1990. Il a fonctionné, il y avait deux camps, deux blocs qui étaient en équilibre. Il y avait des relations internationales, il y avait des traités. Regardez, en matière de désarmement, le nombre de traités. Alors aujourd'hui, les Américains ont commencé à se retirer de tous, les Russes ont dit OK, on va en faire autant, hein, mais ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Et il y avait des guerres, bien évidemment, mais qui se terminaient par des traités, qui se terminaient par ou la guerre du Vietnam qui a duré longtemps. Je parle de la guerre américaine. Hein, bah, elle s'est terminée par les accords de Paris, puis ensuite qui n'ont pas pu être appliqués, mais les accords de Paris qui étaient reconnus par la communauté internationale de l'époque, alors qu'ils étaient bien évidemment dominés par les deux grandes puissances, incontestablement, mais justement, elles n'étaient pas d'accord entre elles. Hein. Regardez comment ça s'est passé justement en Israël. Hein. En 1967, les Israéliens attaquent. Je lisais hier sur les réseaux, Israël n'a jamais attaqué ses voisins. Moi, quand on pense à 56, à 67, c'est assez amusant. Donc, mais bon, c'est l'ignorance. Mais en 67, qu'est-ce qui intervient? Ils font leur offensive et après, les Américains, les Russes disent, c'est fini, 6 jours, stop. En 73, bien évidemment, tout ce conflit se traitait dans le cadre du droit international. C'était compliqué. Il y avait eu la création d'Israël, etc. En 73, il y a la fameuse offensive du Kippour et l'Égypte d'un côté et la Syrie de l'autre attaquent Israël. Euh, Ça se passe très mal au début, et puis Israël se redresse, et il y a la fameuse contre-offensive du déversoir de Sharon, et qui met qui met les Égyptiens en difficulté. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a oublié, mais les Russes disent stop, stop, maintenant on s'arrête, ils s'arrêtent, sinon on vient. Les Américains ont dit les Américains qui aujourd'hui passent absolument tout à Israël, acceptent tout. Ben là, ils ont dit stop.
vous arrêtez. Bon, donc ça fonctionnait, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on disait, attendez, hop, terminé, mission bons offices, armistice, et on travaille maintenant la diplomatie. Et elle a fonctionné. Il y a eu un traité de paix entre l'Égypte et Israël. Ce sont des faits juridiques importants. Le problème, c'est que tout ça s'effondre en 1990 avec la disparition de l'Union soviétique. Alors, la Russie vit 10 années de catastrophe, elle ne représente plus rien, elle est complètement affaiblie, c'est un pays exsangue, et les Américains considèrent qu'ils ont gagné et que tout leur est permis. Et c'est à ce moment-là que le droit international devient chiffon de papier et qu'on va Voilà. de violation en violation. C'est tout le problème auquel on est confronté. Et le 24 février 2022 est, du point de vue juridique, un événement extrêmement important. Parce Mm. que c'est quoi l'histoire? Alors, bon, sur la volonté des néocons américains, etc. Bon, on connaît tous cette histoire. Mais sur le plan du déroulement des faits, vous avez les conséquences. Là, on voit bien que le droit international n'a pas joué son rôle. Les conséquences de la chute de l'Union soviétique n'ont jamais été traitées en droit international. Vous vous rendez compte de ce que c'était que ce pays? Quand on voit les cartes encore aujourd'hui, mais c'était considérable. Déjà que la Russie est très grande, mais c'était un mastodonte en tant qu'État-nation territorial. Alors, ce n'était pas vraiment un État-nation Mm. territorial, mais bon, c'est autre chose. Mais il n'y a jamais eu de traitement. Donc, les pays, bah, plus ou moins, s'en sont plus ou moins sortis. Les, la Russie, avec l'arrivée de Vladimir Poutine, a pu se redresser. Donc, à la grande, je vais dire, déception des Américains, hein, et les Américains décident de, bon, un certain nombre de stratégies, je ne vais pas revenir dessus, on peut écouter John Marsheimer si on veut, il y a une élection, ils font une première tentative de révolution de couleur. Il y a une élection où un président pro-russe est élu. Quand on dit pro-russe, c'est par commodité, hein, qui était aussi corrompu que les autres, Yanukovych. Et donc, les Américains ne l'entendent pas de cette oreille et organisent un coup d'État. Ils ont organisé un coup d'État, on le sait. On le sait, toutes les preuves sont là. La façon dont une équipe de mercenaires est venue tirer dans la foule en tuant des manifestants et en tuant des policiers pour déclencher une crise, hein, et on a renversé le président démocratiquement élu, hein, parce que la démocratie, les Occidentaux en ont aussi une vision à géométrie variable. Donc il y a eu ce coup d'État. Et par la suite, il y a eu toute l'évolution et il y a comment dire, la demande russe, on oublie ça, la demande russe, fin 2021, d'un traité de sécurité collective pour l'Europe, qu'on aurait bien fait, nous, de pousser, et qu'il aurait mieux valu signer. Je pense que le monde irait mieux aujourd'hui. Aucune réponse américaine. Les Russes disent, OK, se mettre d'accord avec les Chinois, hein, et, enfin, se mettre d'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais eh ben, il rentre en Ukraine pour atteindre les objectifs qu'il s'était fixés. Et il gagne. Et il gagne. Ils avaient des objectifs. Hein. Ah oui, ils voulaient envahir l'Ukraine. Pas du tout. Ils mettent 150 000 hommes, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein. Et au bout de 5 semaines, 6 semaines, ils aboutissent à une négociation et ils aboutissent à un traité, à un projet de traité, à un accord qui est... et donc, le droit international fonctionne, hein, un accord par lequel il y a le statut du Donbass était traité. C'est-à-dire que la situation, s'il avait été signé, la situation de l'Ukraine ne serait pas la catastrophe que l'on connaît aujourd'hui, y compris avec la tragédie concernant les pertes. Donc, Oui. le problème, c'est que euh, quand je dis ils ont gagné, c'est-à-dire que ce traité était signé, enfin, et que ce sont les Occidentaux, les grands spécialistes du droit international, qui sont venus et qui ont dit aux Ukrainiens, ne signez pas ça, on va vous aider, hein, on va faire une guerre hein, à coût de 500 000 morts pour les Ukrainiens pour essayer de défendre nos intérêts. Donc, le droit international, si M. Boris Johnson à la demande des Américains, n'était pas venu pour
déclarer la guerre à la Russie, parce que c'est là où comment dire, la guerre se déclare, la guerre qui oppose aujourd'hui l'OTAN et les États-Unis à la Russie, elle se déclenche là. La première phase est remportée. Ils arrivent à leurs objectifs et avec ce projet de traité. Donc, il y a une déclaration de guerre qui est, c'est mon analyse de juriste, là. Oui. Si jamais il y a des renversements et que l'histoire, et ce sont les vainqueurs hein, qui la font, mais l'histoire juridique et judiciaire s'empare de tout ça, je pense qu'il y en a qui auront des comptes à rendre. Je crois que M. Johnson devrait finir sa vie en prison. Bon, on va me dire que je Oui, suis mais excessif. Régis, je me permets de vous relancer là-dessus, puisque bon, est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement vous opposer le fait que vous usiez d'un raisonnement circulaire, c'est-à-dire que vous nous dites, voilà, l'ordre international aurait pu fonctionner si Boris Johnson n'était pas venu inciter les Ukrainiens à ne pas citer la paix qui était prête à sortir des cartons. Mais le problème, c'est justement que Boris Johnson est venu produire cette consigne et que cette consigne a eu des effets sur le plan politique. Donc, est-ce que vous pourriez éventuellement ramasser tout ce que vous venez de nous dire là en répondant à une question très concrète que je pourrais formuler de la manière suivante. Est-ce que, hic et nunc, quand on voit ce qui se passe en Palestine, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, vous pensez que le jeu de l'ordre international est susceptible de créer les formes à l'intérieur desquelles la paix est susceptible de revenir, ou est-ce que vous ne croyez pas, donc je pose la question cash, est-ce que vous ne croyez pas que au stade de complexité dans laquelle nous sommes parvenus, auquel nous sommes parvenus sur le plan géopolitique, il ne va pas falloir passer par la vérité du champ de bataille, de manière à ce que les rapports de force puissent se réaffirmer à la face du monde, et qu'ensuite, sur la base de ces rapports de force, comme on l'a fait en 1945 sur la base de cet hégémon à deux têtes entre l'Union soviétique et les États-Unis, à l'abri de ce rapport de force dûment constaté et qui ferait l'objet d'un consensus à l'échelle internationale, à ce moment-là, un nouveau système international pourrait se remettre à fonctionner comme il a fonctionné, vous l'avez très bien dit, entre 1945 et 1990. Donc, est-ce que je pourrais vous poser la question de la façon la plus béotienne qui soit, est-ce que, en tant que juriste, vous êtes optimiste concrètement sur la capacité du droit, et ensuite on rentrera vraiment dans le détail de cette ordonnance de la CIJ. Est-ce que vous êtes optimiste quand on voit la gravité des enjeux, encore une fois, la fuite en avant israélienne, ce pourrissement en Ukraine, est-ce que vous pensez qu'effectivement le droit est susceptible par sa propre force de produire une nouvelle situation, ou bien est-ce que c'est pas un peu le baron de Munchausen qui essaye de se sortir du marais en se tirant lui-même par les cheveux, vous voyez? Alors, c'est non, non, parce que le droit est toujours le fruit d'un rapport de force. Toujours. Donc, il faut le Toujours. constater, ce rapport de force. Et le problème aujourd'hui pourrait être compris comme le Attendez. fait que ce rapport de C'est force n'est pas constaté. le droit dans sa formulation et dans son application est le fruit d'un rapport de force, et le droit international en particulier. Oui, mais Le Régis, c'est Cam... ce rapport de force qui fait l'objet d'une contestation aujourd'hui précisément, qui n'est pas clair, puisque Oui, mais l'Occident fait mine de pouvoir encore imposer un hégémon dont plus personne ne veut. Donc le problème, il est quand même là, non? Vous ne croyez pas? Mais non, mais attendez, là, vous avez une vision très figée. C'est-à-dire que si le droit ne fournit pas la solution, il est obsolète. Non, il faut l'imposer. Ça s'impose. Et c'est pour ça que lorsqu'on va Qui? rentrer Qui dans va la... l'imposer? Qui va l'imposer pour Attendez, vous? oui, mais là, vous anticipez. Oui. Qui va l'imposer? C'est pas un gendarme qui va arriver comme ça. Hein. Justement, Qui a imposé, qui a dit stop, c'est fini, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez, on en a marre. 4 février 2022, Xi et Poutine, voilà, ils rentrent dans le détail, plus de révolution de couleur, plus de ceci, plus de cela. Les BRICS, tout le monde se précipite, la salle d'attente est pleine. L'Organisation de coopération de Shanghai, tout le monde arrive en courant. hum, L'Arabie saoudite, qui hum, a un problème, c'est que tous ces pétrodollars sont probablement aux États-Unis. Hein, donc, elle est un énorme créancier en dollars. Donc, elle peut pas faire n'importe quoi, mais ça y est, hein, elle a compris. Elle hum. commerce avec la Chine et la Russie, elle commerce en monnaie locale. Bon, donc, si vous voulez, euh, pour le règlement, c'est pas un coup de gros bâton. Pour le règlement, le droit de 1945 existe.
Il faut revenir à des traités concernant, pour instaurer la paix, c'est-à-dire des traités du type de ceux auxquels les États-Unis ont renoncé. Ils se sont retirés par une vision, comment dire, un hubris. Ils se sont dit, voilà, on a gagné, donc c'est la fin de l'histoire, donc on fait ce qu'on veut. Mais évidemment, donc il faut les rappeler au réel. Et quand vous dites, mais attendez, si j'ai pas le gendarme qui arrive pour mettre en œuvre la solution qui serait la bonne aujourd'hui, c'est que le droit marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne, Benoît. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc comment dire, l'ordonnance l'illustre parfaitement parce que la réaction d'Israël, c'est fantastique. C'est fantastique. Moi, ce que je dis, c'est que depuis le 7 octobre, nous avons eu la révélation de la vérité d'Israël. Quand vous avez M. Ben Gvir qui vient dire, après l'ordonnance, paraît-il, je n'ai pas vérifié s'il l'avait effectivement dit, mais il en dit tellement, qui est une espèce de nazi suprémaciste, mais qui est verrouillé au gouvernement israélien. Il est ministre de la Sécurité nationale, excusez du peu. Je peux vous dire que les habitants palestiniens de Cisjordanie, ils le sentent passer. Donc, il vient dire, oui, oui, mais attendez, l'avenir d'Israël ne dépend pas des païens, il sera celui que les Juifs en feront. Ah, d'accord, oui, c'est intéressant. Hein, t'as raison, je vais expliquer ça aux bouddhistes. Hein, ou quand M. Lapide vient dire, mais attendez, c'est notre terre biblique, c'est n'importe quoi. Plus personne ne peut accepter ça. Pourquoi, jusqu'à présent, Israël a pu faire tout ce qu'il a fait, et y compris vient de nous donner cette démonstration de ce qu'est sa vérité, je suis désolé de le dire, hein, mais c'est une réalité, eh bien, c'est parce que il a pensé qu'il pouvait aller jusqu'au bout. Or, on vient de lui dire, stop, fin de partie, monsieur. Et comment on Alors lui a justement, dit, Régis, justement, et est-ce qu'on pourrait, avant de rentrer dans le détail de cette ordonnance et de ce qu'elle va impliquer en termes de conséquences, donc là je quitte les habits d'analyste politique que j'ai rapidement endossés, je reviens au rôle de béotien qui a besoin de comprendre. Est-ce que vous pourriez, sans même rentrer dans le fond, nous présenter cette ordonnance, nous expliquer ce que c'est que cet instrument juridique, d'où ça sort, comment c'est fabriqué, qui s'en occupe, etc. Enfin, quels sont justement les moyens par lesquels elle est susceptible d'être rendue exécutoire, faire une espèce de mécano juridique pour nous aider à comprendre ce que c'est qu'une ordonnance en termes juridiques. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? alors, l'ordonnance, c'est pas un jugement, c'est-à-dire qu'il y a une procédure qui a été lancée par l'Afrique du Sud, excusez du peu, le pays de l'apartheid, hein, qui lance une procédure, le pays de Mandela, qui lance une procédure contre Israël, en disant, voilà, vous violez l'ordonnance, la Convention de 1948 sur le génocide, donc on demande à la Cour internationale de justice de constater cette violation et de vous obliger à prendre toutes les mesures pour l'éviter, pour atténuer les causes et pour le faire cesser. Voilà. Parce qu'il faut savoir que la Convention de 1948, elle dit deux choses. Première chose, voilà ce que c'est qu'un génocide. Hein, il y a les fameuses 5 conditions. Il y a l'intention génocidaire, et l'intention génocidaire, c'est de détruire en tout ou partie une population, un peuple, une ethnie, c'est-à-dire que même un déplacement de population, hein, une épuration ethnique, peut être constitutif d'un génocide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je ne sais pas concernant les Arméniens, mais c'est sûr que je ne connais pas très très bien le dossier lui-même, mais je sais qu'il y a eu énormément de morts dans les transferts de population, dans le fait on amenait les gens dans le désert et on les y laissait mourir, quoi. Donc, alors bon, c'était la mort qui était au bout, mais donc, définition dans la Convention de 1948, et tous les États signataires, dont euh, Israël, tous les États signataires doivent prendre des mesures dès lors qu'ils constatent qu'il existe un génocide.
C'est-à-dire que, là, en l'occurrence, l'État qu'on accuse d'organiser un génocide, et concernant l'intention génocidaire, elle se déduit de toutes les déclarations, de tous les actes de gouvernement du gouvernement Netanyahou et même antérieurement. Bien. Donc, là, il s'agit d'un État. Mais il peut y avoir un génocide. Ce n'était pas l'État rwandais qui commettait un génocide des Hutus contre les Tutsis. C'était une population Hutu chauffée à blanc qui a massacré, donc, et commis un génocide avec la volonté d'éradiquer les Tutsis. Donc, lorsque les États signataires signent cette convention, ils s'engagent à, bien évidemment, ne pas organiser de génocide. Deuxièmement, s'ils savent, ils constatent qu'il y en a un, à prendre toutes les mesures pour l'empêcher. Ce qui veut dire, si l'on considère qu'il y a un génocide à Gaza, c'est mon opinion. Je pense que la qualification juridique peut être retenue. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. J'ai déjà écrit des articles. Hein. La responsabilité de la France est engagée. Elle est engagée pour ne pas avoir rempli ses obligations liées à l'existence de ce génocide. Alors, on va, on va ergoter, on va me dire, ah oui, mais la CIJ n'a pas dit que c'était un génocide. Non, elle ne l'a pas dit parce qu'elle ne pouvait pas le dire. Et je vais m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire que vous avez une procédure, donc, contentieuse, Afrique du Sud, Israël. Il y a d'autres pays qui se sont joints, mais restons sur les deux principaux. Et ces deux pays imposent la question du génocide. La Cour internationale de justice, ne disposant pas des moyens judiciaires, parce que les moyens judiciaires, c'est l'enquête, c'est l'expertise, etc. Et c'est le débat contradictoire. C'est la clé de l'élaboration de la vérité judiciaire. C'est le débat contradictoire. Ce n'est pas une vérité historique. Ce n'est pas une vérité scientifique. C'est une vérité judiciaire. C'est terrible, la vérité judiciaire. Elle entretient parfois des liens assez, je l'ai dit dans mon dernier livre, des liens assez lointains avec la vérité objective. Par conséquent, il faut qu'on puisse établir cette vérité du génocide. Ça va prendre du temps. C'est une procédure très lourde, enfin, vous imaginez, qui oppose deux grands États, hein, et qui mobilise la juridiction la plus importante du monde. La CIJ est la juridiction la plus importante du monde. C'est autre chose que la Cour suprême des États-Unis, hein, excusez-moi. C'est la juridiction de tous les États de l'ONU. Bon, là, je me chauffe un peu parce que faut pas oublier ça. Et quand j'entends les commentateurs français, les hommes politiques, les Ciotti venir cracher dessus, mais j'ai honte. J'ai honte. Enfin, bon sang. Hein. Bien. Donc, le problème, c'est que, en attendant, la CIJ a des compétences dites transitoires, des compétences que moi j'appelle de référé par référence justement à notre droit judiciaire à nous, c'est-à-dire qu'elle peut prendre des mesures, elle peut prendre des mesures et enfin, elle peut donner des injonctions pour que des mesures soient prises. Parce que la juridiction, elle n'a pas d'armes, elle ne va pas descendre avec ses fusils d'assaut à Gaza. Non, donc elle va donner des injonctions pour qu'on prenne des mesures. Hein. Et là, elle va se servir du deuxième pan de la Convention de 1948 qui fait obligation aux États face à un génocide d'intervenir. Elle dit il y a un risque de génocide, donc messieurs d'Israël, intervenez. Je ne vais pas demander à l'Afrique du Sud d'intervenir, elle l'a fait par son action. Bon, donc c'est le début. C'est le début. Hein, parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'États, et je pense en particulier aux États-Unis, mais bon, eux, ils se croient tout permis, mais je pense à la France, je pense à l'Allemagne, je pense à la Grande-Bretagne, qui ferait bien de réfléchir un peu à ce que peut être la suite, à ce que peut être la suite. Donc, là, CIJ a dit le 26 janvier, a dit, voilà, il y a effectivement un risque de génocide, donc, monsieur Israël, qui est responsable de ce qui est en train de se passer, dont on pense que ça peut être un génocide, peut-être, eh bien, on vous demande de prendre des mesures pour le prévenir. C'est l'application de la Convention de 1948. C'est la deuxième obligation de l'État, ne pas commettre de génocide et ensuite de le prévenir ou de l'empêcher quand il y en a un qui se déroule.
Bien. Donc, il y a eu plusieurs interventions de l'Afrique du Sud et l'affaire est revenue devant la CIJ. Alors, Alors justement, pourquoi est-elle revenue et est-ce que c'est quelque chose de courant d'avoir ce genre de processus en deux épisodes? Qu'est-ce ah qui s'est ben, passé en pour... 2, 3, 4, 5, 6, c'est toujours, attendez, c'est une procédure, vous avez comment se toujours. justifie le fait que la Cour soit revenue à la charge une seconde fois? C'est donc l'Afrique du Sud qui est à l'origine de cette deuxième démarche ou c'est la Mais non, mais Cour attendez, qui... attendez, vous présentez ça, le fait qu'elle soit revenue, non, ça fait partie de la procédure, c'est normal. Regardez, tiens, vous faites une manifestation, Monsieur Darmanin l'interdit, comme il fait systématiquement maintenant, en violant la loi et en violant la Constitution française. Vous allez aller devant le tribunal administratif pour demander l'annulation de cette interdiction. Le tribunal administratif va vous dire, attendez, ça, on va le juger, on va y avoir des échanges, il va y avoir pour savoir si il fallait annuler ou pas, mais en attendant, je considère que cette mesure est liberticide déjà, hein, même sommairement, et donc j'en suspends l'application. C'est-à-dire que le tribunal administratif ne va pas annuler l'interdiction, il va la suspendre, en suspendre l'efficacité, hein, puisque l'administration, lorsqu'elle prend une décision, même si on fait un recours, elle a ce qu'on appelle le privilège d'exécution d'office, c'est-à-dire que c'est exécutoire. Nonobstant, alors, vous faites un recours, et si vous estimez qu'il y a une urgence, qu'il y a des risques, etc., vous pouvez demander une suspension. Mais l'annulation, elle sera jugée plus tard. Voilà. C'est pareil. C'est pareil. Là, donc, l'Afrique du Sud a relancé, il y a eu d'autres échanges, et l'affaire est venue à l'audience il y a quelque temps, là, je ne me rappelle plus précisément. Il y a eu des échanges, il y a eu les plaidoiries à nouveau, et là, la CIJ, toujours dans le cadre de ces mesures provisoires, de ces mesures transitoires, en attendant de trancher le litige sur l'existence ou non du génocide, a pris les mesures qui y sont contenues. Alors, je me tourne vers nos spectateurs. Alors, bon, je voulais faire un truc court, mais c'est très long, mais tant pis, hein, après tout. Donc, euh, je crois que c'est important. Donc, je voulais faire un partage d'écran avec l'ordonnance, puis je n'y suis pas arrivé. C'est-à-dire que j'ai eu un blocage parce que je passe du PC au Mac, et là je suis sur le Mac pour les enregistrements Zoom, et donc je n'ai pas réussi à installer. Donc au montage, je préviens, au montage je le ferai. Donc là, je vais vous décrire un peu ce qu'il y a dedans. Hop, je l'ouvre et par conséquent, lorsque je ferai le montage, j'essaierai de vous mettre ça euh, sur l'écran, en image dans l'écran. Alors, donc, demande tendant à la modification de l'ordonnance du 28 mars 2024, c'est-à-dire que celle du 26 a déjà été modifiée une première fois. Bien. Et donc, voilà l'ordonnance qui est rendue. Et donc, qui sont les magistrats? Les magistrats sont au nombre de 15. Donc, ils sont présidés par Monsieur Salam. C'est une formation. Vous savez, dans une juridiction, il y a plusieurs formations, hein. La Cour de cassation a une formation plénière, toutes chambres réunies, comme on dit, hein. Et puis, elle a comment dire, la section criminelle, commerciale, etc. Les chambres criminelles, les chambres commerciales de la Cour de casse. Et donc, là, c'est une formation qui est présidée par Monsieur Salam, d'origine libanaise. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, d'origine libanaise. Donc, sûrement, pour les soutiens de l'État d'Israël, sûrement un musulman, quelque part un sous-homme, un arabe, etc. Donc, ça disqualifie a priori, bien évidemment, la décision qui a été rendue, puisque le président s'appelait Salam. On en est là, hélas, on en est là. Alors, vous avez 15 magistrats qui sont, alors je vais vous donner les noms. Vous avez Sebul Tinde, alors je ne sais pas comment ça se prononce, elle est vice-présidente, elle vote toujours contre, toujours pour Israël.
vous avez Monsieur Abraham, tiens, Monsieur Youssouf, Xué, ça doit être asiatique, etc., indien, euh, latino-américain aussi, Gomez Robledo. Je ne suis pas rentré dans le détail des CV respectifs de ces magistrats, mais c'est une structure très représentative. C'est-à-dire que la composition de la CIJ est quelque chose d'extrêmement soigné. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais relever concernant cette décision. Alors, comme toutes les décisions, et j'invite ceux que ça intéresse, lien en description, d'aller lire le texte. Alors, c'est assez long. Euh, il rappelle la procédure, ce qui a été décidé, elle rappelle l'ordonnance, ce qui a été décidé euh, dans les décisions précédentes. Elle donne les arguments de l'Afrique du Sud, qui était soutenue par un certain nombre de personnes. Elle donne les arguments d'Israël, et ça c'est normal, dans toute décision de justice, il faut dire voilà ce que soutient le demandeur, voilà ce que soutient le défendeur. Bien. Mais ensuite, alors bon, là c'est déjà accablant. C'est déjà accablant, je veux dire, y compris par certains côtés assez terrifiant. Et puis la Cour se livre quand même, parce qu'elle a entendu beaucoup de monde, elle a entendu des témoins, etc. Et donc, elle se livre à des observations qui lui sont propres. C'est-à-dire qu'elle fait son propre constat. Voilà ce que disent les uns, voilà ce que disent les autres, et voilà ce que moi j'ai constaté. Et ça, la Cour rappelle que, la Cour note que, etc. Ben, juste, tiens, mais je pense que ça vaut la peine parce que euh, hop, excusez-moi, je mets mes lunettes. La Cour note que de hauts responsables de l'ONU n'ont cessé de souligner les risques immenses qu'entraînerait une offensive militaire à Rafah. Ainsi, le 3 mai 2024, le porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur les travaux de l'ONU. La Cour et l'ordonnance s'appuient là-dessus. Donc, ce sont ces constatations. C'est meurtrier. Bon, donc, elle prend ses conclusions et elle dit, OK, voilà les décisions que je prends. Et je crois qu'il faut les lire. Il faut les lire, elles sont tout à fait essentielles. Après, on parlera des conséquences. Réaffirme les mesures conservatoires, donc dans les ordonnances des 26 janvier et 28 mars, qui doivent être immédiatement et effectivement mises en œuvre parce qu'elles ne l'ont pas été par Israël. Ça, c'est la première décision. On réaffirme ce qu'on a déjà dit, hein, puisque vous ne l'avez pas fait. Donc, faites-le. 13 voix contre 2, dont le Barak, qui est le juge israélien, indique les mesures conservatoires suivantes. L'État d'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et au vu de la dégradation des conditions d'existence auxquelles sont soumis les civils dans le gouvernement de Rafah. Alors c'est ça, c'est très intéressant, cette rédaction. C'est-à-dire que la Cour ne dit pas, compte tenu de ce que vous faites, monsieur Israël, mais compte tenu du fait qu'il y a un génocide en cours, un risque de génocide en cours, vous devez remplir vos obligations de prévention. Hein, ça vous ramène à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une obligation générale. La France a la même. Bien. Donc, et peut-être qu'on lui demandera des comptes un jour de ne pas l'avoir fait. Alors, du fait de cette situation, que doit faire Israël? Arrêter immédiatement son offensive militaire et toute autre action menée dans le gouvernorat de Rafah qui serait susceptible de soumettre le groupe des Palestiniens de Gaza à des conditions d'existence capables d'entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Alors, je prends juste un exemple. Quand vous voyez l'armée israélienne qui informe les colons ou informe les excités, les fanatiques, les amis de Ben Gvir, où vont rentrer les camions humanitaires, et que cela vienne et détruise tout, y compris, il y a des enfants qui viennent le faire et qui détruisent les jouets destinés aux enfants palestiniens. L'armée, là, elle ne bouge pas.
C'est un acte caractéristique de l'organisation d'une famine, ça. Alors, je ne sais pas si comment Netanyahou l'a lui-même décidé, si c'est Ben Gvir qui est à la manœuvre, je ne sais pas. Mais de toute façon, ça m'intéresse assez peu. Mais ce qu'on dit à Israël, vous devez faire cesser ça tout de suite. Alors, ça peut apparaître ambigu parce qu'on se dit, mais attendez, il parle au génocidaire ou il parle à celui qui doit s'y opposer? Je réponds les deux. Évidemment les deux. Hein. Il faut bien le comprendre comme ça. 13 voix contre 2. Arrêtez. Alors oui, ça je viens de le dire. Ensuite, maintenir ouvert le point de passage de Rafah pour que puisse être assurée sans restriction et à grande échelle la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire requis de toute urgence. C'est-à-dire que vous devez ouvrir les points de passage pour justement qu'on puisse faire passer la nourriture, on puisse faire passer les éléments des premiers soins. On puisse, par exemple, on puisse faire repasser comment dire, des produits médicaux d'anesthésie pour éviter que les enfants soient amputés à vif. Hein. Je dis ça au passage parce que c'est ce qui se passe. Alors, 13 voix contre 2 là aussi, prendre des mesures, c'est le C, hein, ABC, prendre des mesures permettant effectivement de garantir l'accès sans entrave à la bande de Gaza, à toute commission d'enquête, toute mission d'établissement des faits ou tout autre organisme chargé par les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies d'enquêter sur les allégations de génocide. Parce que, depuis le début, non seulement il y a eu à peu près 200 journalistes qui ont été tués, ciblés et tués, mais, alors bon, j'imagine que je vais me faire insulter à cause de ça, mais enfin, c'est à peu près établi. C'est difficilement niable. Mais il y avait surtout les mesures prises pour empêcher les témoignages, pour empêcher que des gens puissent venir faire des enquêtes. Alors, ce qui permettait probablement au Hamas de faire sa propagande aussi. Hein. Il y a eu les fameuses fosses trouvées à l'hôpital, dont vous vous rappelez peut-être. Alors, donc, mais clairement, c'est pour éviter qu'on enquête, c'est pour éviter qu'on témoigne, c'est pour éviter qu'on puisse pointer ce qui est en train de se passer et les horreurs qui se déroulent. 13 voix contre 2 décident que l'État d'Israël devra, dans un délai d'1 mois, à compter de la date de la présente ordonnance, soumettre à la Cour un rapport sur l'ensemble des mesures qu'il aura prises pour donner effet à cette ordonnance. Voilà. Voilà ce que décide la Cour internationale de justice, dont j'ai parlé de l'importance. J'ai parlé de l'importance et du caractère essentiel de son rôle et des décisions qu'elle prend. Alors, mon cher... Donc, Régis, est-ce qu'on pourrait dire concrètement, pour résumer tout ce que vous venez de nous exposer là, que finalement, dans un contexte où, bah, vous l'avez rappelé, les enquêtes sont particulièrement difficiles, d'une certaine façon, dans cette deuxième ordonnance, la CIJ met Israël en situation de poser des actes positifs, finalement, en l'absence desquels, de facto, l'existence du génocide serait vérifiée. C'est-à-dire que d'une certaine manière, Israël est mise dans une situation politique délicate qui est de constituer ou non elle-même la vérification de ce contre quoi elle se défend. Alors, c'est un piège qui est tendu à Israël, évidemment, un piège juridique et parfaitement fondé. C'est-à-dire qu'on vous dit arrêtez votre offensive sur Rafah. Ça fait des mois, enfin des semaines, pas des mois, des semaines qu'ils disent on va aller à Rafah. Biden a dit je refuse, je veux pas envoyer des bombes qui seraient, avec toute l'hypocrisie qu'on imagine, qui seraient envoyées sur Rafah. Ils le font quand même. Ils disent bras d'honneur, on fait ce qu'on veut et on rentre à Rafah et on commence à détruire, on fait péter les mosquées et on commence à rebombarder à nouveau après avoir déplacé, c'est dans le corps de l'ordonnance, 800 000 personnes qui étaient réfugiées à Rafah, 800 000 personnes. Si ce déplacement de population n'est pas un acte constitutif du génocide tel qu'il est prévu par la Convention de 1948, écoutez, je change de métier. Bon, c'est peut-être un peu tard pour ça. Mais lorsque la Cour dit on vous demande d'arrêter immédiatement votre offensive, si Israël ne l'arrête pas, mais sur l'intentionnalité
dont les belles âmes sur les réseaux français vous ont dit qu'il n'y avait pas d'intentionnalité, quand je dis sur les réseaux, également sur les plateaux, mais enfin, vous ne pouvez pas dire qu'il y a génocide, hein, il n'y a pas d'intentionnalité. C'en est pas une, celle-là, de refuser d'appliquer une décision en disant elle est antisémite, hein, parce qu'elle ne vous convient pas, alors qu'elle est rendue par la juridiction la plus importante du monde, donc qui rassemble l'ensemble des pays. Donc, c'est véritablement, si vous voulez, comment dire, c'est pas de l'anarchie, c'est véritablement la violation fondamentale de toutes les règles. Et par conséquent, c'est aussi l'aveu d'une intentionnalité. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et je pense que ça sera perçu comme tel. Alors, vous me disiez tout à l'heure, mais est-ce que le droit international peut servir, le droit international issu de 1945, hein, peut encore servir dans un monde qui a changé et dans un rapport de force qui évolue, où on a une situation où, pour l'instant, Israël ne tient que par le soutien total des États-Unis. Bon. Et, le soutien de l'Europe. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu les déclarations de Joseph Borrell, qui est donc le, entre guillemets, ministre des Affaires étrangères de l'UE, à propos des menaces mafieuses des parlementaires américains contre le magistrat, enfin, le procureur de la CPI. Bon. Donc, non, c'est plus compliqué chez nous. Et d'ailleurs, la France a une position plus nuancée et une position officielle, s'entend, hein, au plan diplomatique. Ça lui est terriblement reproché par les soutiens d'Israël, mais elle a une position qui est plus ouverte et qui, à mon avis, lui permettrait, le moment venu, et on va peut-être parler de ça, le moment venu, d'être du bon côté. Je vous Alors, écoute. avant d'aborder les conséquences, est-ce que je pourrais vous poser une question sur les conclusions elles-mêmes, puisque bon, il y a une question qui se pose, ou en tout cas qui va vous être posée dans le cadre de ces polémiques sur le deux poids deux mesures, c'est que précisément dans les conclusions, le terme Hamas n'est cité à aucun moment. Donc, est-ce que ces conclusions ne vont pas précisément nourrir le procès en deux poids deux mesures intenté par le récit médiatique Non, occidental? non, même pas de poids de mesure, c'est dos à dos, quoi. Je peux dire, c'est équivalence, voilà, hein, Mm. équivalence entre un État démocratique et une Mm. organisation terroriste. Donc pourquoi la CIJ ne parle pas du Hamas dans ses conclusions? Ben, c'est-à-dire que la CJ ne peut pas en parler du Voilà, c'est Hamas. ça que je voudrais. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va dire, la CJ, hein? Mm, C'est pas un État, mm, c'est une organisation, ça relève de la CPI, oui, mm, ça c'est incontestable, parce qu'elle était dirigée par des individus qui ont mené une opération de 7 octobre dont on pense, dont on dit qu'elle avait des dimensions terroristes, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc, alors on dit génocide ou on dit pogrom, ce sont des âneries, hein, donc mm, mm, mm. c'était une opération militaire destinée à reprendre l'initiative. Alors, vous avez raison. Il est question du Ah non, non, Hamas. non, 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 vous avez tort, il y a le... non, voilà, non, 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 il parle du Hamas. Bon, Dans elle les met... conclusions? non, 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 pas dans les conclusions, elle peut Ah voilà, pas. pas dans les. Elle C'est peut ça que pas, je voulais dire. elle peut Oui, pas. oui. Qu'est-ce que vous voulez Oui, qu'elle dise oui. sur le Hamas? J'ai vu. Non, parce que Elle dit... justement, dans le corps de l'ordonnance, il est question du Hamas et la Cour exprime ses préoccupations par rapport au sort des otages. Mais Oui, il n'en ressort. Voilà. mais la Cour dit, dans ses ordonnances du 26 janvier et 28 mars, la Cour s'est dite gravement préoccupée par le sort des personnes enlevées pendant l'attaque en Israël le 7 octobre 2023 et détenues depuis lors par le Hamas et d'autres groupes armés et appelée à la libération immédiate et inconditionnelle de ces otages. Elle estime qu'il est profondément inquiétant que nombre de ces otages demeurent en captivité et réitère son appel en faveur de leur libération immédiate et inconditionnelle. Donc elle lance un appel, mais elle ne peut rien faire d'autre. Et c'est pas. Alors, moralement, elle dit ce qu'elle en pense, mais Mm. c'est moral, hein, c'est Voilà. une indication, et c'est, à mon avis, pour contrer le procès qui va lui être fait. Mais le Hamas n'est pas un État. Mm, c'est Le ça. Hamas n'est pas un État. S'il y avait un État palestinien, ben oui, peut-être qu'il serait parti à l'instance, hein, Mm. mais il n'y en a pas. Donc, Donc, Régis, est-ce qu'on ne pourrait pas dire finalement que cette ordonnance, elle met en lumière ou elle provoque elle-même le double piège dans lequel Israël s'est fourré? Le premier, c'est celui dont nous venons de parler à l'instant.
C'est-à-dire que grâce à oui, par l'intermédiaire de ces conclusions, finalement, Israël est en situation de poser les actes en l'absence desquels la matérialité du génocide, ou en tout cas l'intentionnalité du génocide, est vérifiée par le fait même. Et puis alors le deuxième piège, je trouve que c'est intéressant d'en parler puisque je vous avais entendu articuler une réflexion à ce sujet, c'est le fait qu'en définitive, pour Israël, avoir comme vis-à-vis le Hamas, c'est d'une certaine manière bien pratique, mais finalement, dans le cadre du droit international, dans un dispositif juridique comme celui de la CIJ, finalement, le fait d'avoir mis en situation la Palestine de ne pas être un État et d'avoir mis aux manettes un groupe qui n'a pas d'existence juridique déterminée, finalement met en situation Israël de ne plus pouvoir se défendre. On est quand même devant un paradoxe là qui est quand même assez intéressant. Parce que si Alors, Israël, parce que Salman Rushdie a dit que heureusement qu'il n'y avait pas eu d'État palestinien, puisque s'il y a eu un État palestinien, il serait gouverné par le Hamas. Sauf qu'aujourd'hui, on aurait un État palestinien, on aurait de fait une autorité qui serait susceptible d'être responsable devant une juridiction de ce genre. c'est ce que j'avais répondu, non pas, je parlais pas avec, avec Salman Rushdie, mais il y avait un... Non, c'est à ceux qui relayaient un tweet en disant ça, je disais, Bien bah oui, sûr, c'est oui, formidable. oui. S'il y avait un État palestinien, il n'y aurait pas de Hamas. C'est Mm. tout, c'est aussi simple que ça. Donc, bon, quand on sait en plus qu'il a été financé, poussé par Netanyahou lui-même, parce que ça lui permettait, lui, de mettre en œuvre sa ligne avec ses copains, Ben Gvir, Smotrich, euh, euh, pardon, Yoav Galant, du fleuve à la mer par un Palestinien. Voilà, c'est tout. Parce que Mm. on reproche ce mot d'ordre aux Palestiniens. Oui, Je c'est rappelle, ça. je rappelle quand même il est celui d'un État. Alors qu'ils n'en Ouais, ont pas, eux, hein, et que ce ouais, sont des chanteurs, ce sont des hommes politiques qui le disent. Hein, et je rappelle quand même que quand il est venu à l'ONU, il avait une carte, il y avait absolument la place pour ouais. aucun Palestinien. Donc, voilà. À ce sujet, Oui, Régis, je me permets de faire une très brève incise et de renvoyer à la notion de symétrie tragique, qui est un concept René Girardien et que j'ai utilisé précisément dans l'article dont vous avez parlé tout à l'heure sur la situation néo-calédonienne, pour précisément rendre compte de la façon dont les débats s'articulent à ce sujet dans la sphère médiatique française. Et donc là, on retrouve typiquement ce genre de situation tragique où des protagonistes s'échangent en toute bonne foi et sans avoir l'air de se rendre compte de l'énormité de la situation des arguments qui sont parfaitement réversibles. C'est-à-dire que dans un cas, c'est la oui. vérité, et dans un autre cas, c'est la promesse enfin, ou en tout cas la manifestation d'un génocide en puissance. Je trouve ça très impressionnant d'un point de vue strictement littéraire, la manière dont les termes, de la manière dont les termes s'agencent à l'intérieur de ce débat. Mais je referme tout de suite la parenthèse. C'était une façon de Non, non, montrer mais c'est vrai, récurrences, ça va. des récurrences sémantiques dans ce monde qui change, qu'il s'agisse de l'Ukraine, qu'il s'agisse de la Palestine ou qu'il s'agisse maintenant de la Nouvelle-Calédonie. Alors, Alors, est-ce que vous voulez maintenant, Régis, qu'on rentre dans les conséquences et qu'on examine ensemble un petit peu la situation qui est créée par cette ordonnance? Comment vous voyez, vous, la situation évoluer sur la alors, base de ces conclusions rendues par la Cour internationale de justice? alors, oh, il y a longtemps maintenant, il y avait un excellent professeur de droit public à Pau qui s'appelait Denis de Béchillon, je ne sais pas s'il est toujours en activité, qui avait écrit un livre, Qu'est-ce que la règle de droit? Et c'était très. Alors, il était kelsénien, lui. Vous savez, Kelsen, c'est le philosophe qui avait une vision pyramidale du droit. Hein. C'était la fameuse hiérarchie des normes. Donc, je reviens à Denis de Béchillon, et il montrait que c'est quand la règle de droit qui peut être émise par une décision juridictionnelle. Hein. Je rappelle à l'occasion à quelques-uns des esprits malins qui sont venus masticoter sur les réseaux, je leur rappelle une règle de base, on le fait souvent, c'est les sources du droit. Hein. Quattro. Il y en a quatre. Première année, première minute du droit. Hein. La loi, la jurisprudence, la doctrine, la coutume. Ça existe encore. Il y a des petits lambeaux de coutume quand même. Bon, donc, qu'est-ce que la règle de droit? C'est une de ces règles, une de ces normes qui trouve son efficacité. C'est ça. Donc, là, il trouve son efficacité, c'est-à-dire qui rentre euh, dans l'ordre juridique et qui, par conséquent, est applicable, opposable.
Bien. Alors, ce n'est pas toujours simple. Quand vous avez une décision en votre faveur, qu'on vous doit expulser, qu'on plutôt résout le bail de votre locataire qui ne paye pas, vous avez, c'est formidable. Le bail n'existe plus, mais après, pour faire exécuter la décision qui est la conséquence de cette résolution, de cette disparition du contrat de bail, pour défaut de paiement des loyers, avant que vous obteniez l'expulsion, c'est pas facile. Donc, il y a tout un tas de mécaniques qu'on appelle les voies d'exécution. Donc, voie d'exécution concernant l'ordonnance de la CIJ, ce n'est pas le bon terme, mais je vais l'utiliser parce qu'il est pratique. Parce qu'il est pratique. Hein. Donc, quelles sont les voies d'exécution de cette décision? Alors bon, impact politique évidemment, impact moral évidemment, impact sur le rapport de force mondial, c'est-à-dire que les pays occidentaux trouvent que ça commence à bien faire. Norvège, qui reconnaît la Palestine, Espagne, qui reconnaît la Palestine, Danemark, qui reconnaît la Palestine, la France qui state, qui se demande. Bon, elle a une telle pression interne que c'est pas évident, mais donc le rapport de force va être bien évidemment très, j'aime pas ce terme, mais il est pratique, très impacté par la décision de oui, de la Cour, l'ordonnance de la Cour. Bon, alors, qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Eh bien, on va venir devant l'instance, normalement, on va venir devant l'instance qui est chargée de donner force exécutoire à certaines règles de droit. Je prends un exemple qui nous ramène en Ukraine. Lorsque il y a eu les accords de Minsk, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on les a signés, on les a garantis. Non, oui, la Russie les a signés. Enfin, je ne me rappelle plus très bien qui étaient les L'Allemagne et signataires. la France qui ont garanti les accords de Minsk, je crois. Ils ont garanti, oui, ils ont garanti les accords de Minsk, mais surtout, qu'a fait la France, ils ont été au Conseil de sécurité et ils les ont fait adopter par le Conseil de sécurité. Donc, ils avaient une valeur euh, au-delà des signataires. Ils étaient engagés par leur signature, les parrains étaient engagés aussi, mais c'était opposable à tout le monde, ces accords de Minsk, qui n'ont jamais été appliqués. Et on a appris, merci Madame Merkel, merci surtout François Hollande, qu'ils n'avaient jamais eu l'intention, ils ont donné leur parole, ils n'ont jamais eu l'intention de les appliquer. Donc, on était passé par le Conseil de sécurité. Alors, là, la voie normale, normalement, devrait être celle-là. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un membre du Conseil de sécurité qui dise, voilà, je saisis le Conseil de sécurité. Vous savez que c'est 15 membres avec les permanents, plus d'autres, et ça tourne. Hein. Bon. Et donc, alors c'est pour ça que chaque fois qu'il y a un pays comme l'Iran ou comme je ne sais plus quel autre qui arrive dans une instance de l'ONU, ah, vous vous rendez compte, les droits de la femme, c'est les Iraniens, ce qui est effectivement savoureux, mais bon, c'est comme ça. Donc, et à ce moment-là, il y aura une demande d'inscription à l'ordre du jour. Par exemple, les Russes avaient demandé que le Boutcha soit inscrit à l'ordre du jour du Conseil de sécurité pour que soit ordonnée une enquête internationale. Je crois. Tout d'un coup, j'ai un petit doute. En revanche, en ce qui concerne Nord Stream, le sabotage de Nord Stream, ils l'ont demandé officiellement. Veto des États-Unis. Et puis je crois que la France aussi a mis son veto. Enfin, toujours est-il que demande d'inscription à l'ordre du jour. Là, problème. Premier problème. Parce que est-ce que les États-Unis, la France, parce que je crois que la Chine, la Russie ne mettront absolument pas de veto, ça c'est clair, mais est-ce que la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis vont mettre leur veto à l'inscription à l'ordre du jour du Conseil constitutionnel? Je ne sais pas. Ça dépendra des rapports de force, ça dépendra de beaucoup de choses, mais là, je veux dire, ceux qui vont prendre la responsabilité de refuser l'inscription à l'ordre du jour du Conseil constitutionnel, je pense que c'est politiquement très très Du lourd. Conseil de sécurité, Régis. Oui, oui, qu'est-ce que j'ai dit? Constitutionnel. Ah, pardon. Oui. Tellement du Conseil
de sécurité. Bon, alors, admettons que ce soit inscrit à l'ordre du jour. Eh bien, comment dire, le Conseil va délibérer et il peut prendre une décision. Il peut y avoir un projet de résolution en disant, voilà, Israël ne s'est pas arrêté, Israël fait ceci, Israël n'applique pas, donc sanction. Sanction. Donc, alors, les formes de la sanction, je sais pas. Donc là aussi, de nouveau, la question du veto. De nouveau, la question du veto, et par conséquent, si vous voulez, l'organe d'exécution des décisions de la juridiction, c'est essentiellement ce que je viens de dire, le Conseil de sécurité, hein, qui ensuite aura des moyens de coercition. Il aura des moyens de coercition, des sanctions de diverses natures qui peuvent être assez lourdes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vous rappelle ce que j'ai dit concernant les obligations des États par la Convention. Prévenir, empêcher le génocide. Ils sont confrontés à une décision exécutoire qui donne des injonctions permettant d'empêcher la survenance éventuelle du génocide. Donc, tous les pays de la communauté internationale peuvent dire, écoutez, désolé, mais moi, je prends des sanctions contre l'État d'Israël puisqu'il refuse d'appliquer une décision de justice exécutoire. Et donc, dans le cadre de mes responsabilités liées à ma signature de la Convention de 1948, je dois prendre ces mesures. Sinon, je viole mes obligations et je m'expose. Donc voilà, ce sont les deux voies. Alors, si vous voulez, je ne me fais pas d'illusions. Je pense simplement que euh, ça vient en plus de la décision du procureur de demander des mandats d'arrêt. Je ne sais pas si il les obtiendra, quand, comment ça va se passer. Si vous me posez la question de savoir est-ce que cette ordonnance va aboutir à une cessation de l'intervention israélienne à Gaza, je vais répondre non. Je vais répondre non, non pas parce que le droit est impuissant, mais parce que nous avons un État qui refuse le droit international, depuis longtemps d'ailleurs, hein, qui refuse le droit international, qui va trouver des alliés, qui va trouver des motifs et qui ne va pas cesser. Hein. C'est ce que disait Elisabeth Lévy dans un tweet, parce qu'il lui était reproché je ne sais plus quoi, en disant alors comme ça, une guerre de défense. C'est une guerre de défense. Non, ce n'est pas une guerre de défense, c'est tout le problème. Lorsqu'on lit l'ordonnance, je crois que je vous l'ai envoyé, je crois que vous l'avez lu, Oui. c'est pas une guerre de défense, euh, Benoît. C'est Oui, donc, la notion n'apparaît pas du tout dans la rhétorique de la CIJ, c'est clair et net. À aucun moment. donc, donc le problème, c'est que euh, pour l'immédiat, ça n'aura peut-être pas une efficacité à quelques jours, peut-être même à quelques semaines, mais c'est un événement considérable. Imaginez-vous les discussions après, les débats internationaux, les négociations avec les autres pays du monde, alors même que vous refusez alors qu'Israël refuse d'appliquer les décisions d'une juridiction incontestable et que vous la soutenez, vous la protégez dans cette violation de la règle de droit. C'est pas évident, hein. Mon cher Benoît, merci pour cet accompagnement. Merci à Donc, vous, Régis. je vais faire mon petit montage et diffuser ça. En attendant, chers amis, n'oubliez pas d'aller lire l'article de Benoît. Il est assez long, il est très riche. C'est un article manifeste, donc je pense qu'il faut en prendre connaissance. En n'oubliant pas qu'il faisait suite à un article sur l'antisémitisme qui pourrait avoir des résonances avec certains des sujets que nous avons abordés ce soir. Tout à fait. On continue à regarder tout ça.
en essayant de comprendre et ce qu'on a compris, bah, de le transmettre. Voilà mon cher, Benoît. Alors où est-ce que Merci je m'en vais? Régis. Hein, ici, hop, fin.